Il y a quand même une bonne partie des gens qui sont arrivés. D'autres arriveront là, dans les prochaines minutes certainement, mais on peut commencer. D'abord, moi, je me présente. C'est Adèle Saint-Jacques. Je suis la responsable des communications du CILQ, mais c'est pas moi qui va faire la présentation aujourd'hui. Ça va être Yannick, qui est le directeur des affaires institutionnelles et économiques. Ça va être lui qui va faire la présentation aujourd'hui. Puis, je vous remercie de prendre le temps d'être avec nous ce midi. On sait que vous avez des horaires tous très, très occupés, mais je pense que ça va être une formation qui va être intéressante, là, des informations pertinentes pour vos activités. Ça faisait un bout de temps qu'on avait fait un webinaire, fait qu'on est très content de vous retrouver aujourd'hui. Pour comment ça va fonctionner, vous connaissez comment ça fonctionne maintenant les webinaires, mais je vais juste le rappeler. Si vous avez une question à poser, vous pouvez lever la main. Là, ça, c'est le petit icône qu'il y a en haut, ou simplement écrire dans le clavardage, ou même ouvrir votre micro. Il n'y a pas de problème. On veut que les gens se sentent à l'aise de poser des questions là, tout au long de la séance. Yannick a dit qu'il était très, très à l'aise avec ça. Puis moi, je vais m'occuper là, de vérifier s'il y a des questions en commentaire ou des mains levées là, pour aider Yannick avec ça. Merci de garder votre micro fermé si vous n'avez pas une question à poser. Pour ce qui est de l'écran, si vous voulez l'ouvrir, la fermer, il n'y a aucun problème. Je mentionne que c'est enregistré, fait que s'il y en a que ça rend mal à l'aise, soyez pas gênés d'ouvrir, fermer la caméra. Il n'y a pas de souci pour ça. Puis aussi, autre fait intéressant pour vous, stressez-vous pas avec les notes. On va vous envoyer la présentation après. Donc, vous pouvez écouter, puis ensuite de ça, là, on va vous transmettre les documents qui vont être pertinents pour vous. Donc, je vais laisser la parole à Yannick parce que c'est lui qui va faire la présentation. Puis, je vous rappelle que si vous avez des questions tout au long du webinaire, on est là pour ça. Gênez-vous pas. Donc, à toi la parole, Yannick. Merci Adèle. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer tous aujourd'hui. Là, la convention de mise en marché est un sujet quand même très important là, dans notre secteur, puis elle a quand même évolué dans les dernières années. On tenait quand même à faire un rappel. On avait fait des sessions avec le président suite à la dernière négociation dans la dernière année, mais on voulait faire un retour avec vous sur la convention, les règles d'approvisionnement pour s'assurer qu'il y a une compréhension de tous. Comme Adèle l'a mentionné, présentation ouverte, donc gênez-vous pas à intervenir tout au long de la présentation. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions là, au fur et à mesure que je vais naviguer le PowerPoint. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et je vais commencer la présentation. Si ma souris m'avait comme ça. Et voilà. Donc, essentiellement, le plan de la présentation, là, ce qu'on va avoir, on va parler aujourd'hui principalement du cœur de la convention, ce qui veut dire tout ce qui est l'approvisionnement du lait aux usines. Pourquoi je dis le cœur? C'est parce que c'est quand même les usines de transformation, elles ont besoin de lait pour fonctionner. Donc, le cœur de la convention, c'est vraiment les règles d'approvisionnement, les règles d'allocation du lait. Donc, on va survoler c'est quoi le principe, les principes de la convention de mise en marché, les différentes classes d'approvisionnement, parce qu'il y en a plusieurs avec différentes règles associées à chacune. Tout le principe de réquisition du lait, modification des réquisitions et nivellement. Donc, quand les entreprises font leur commande de lait, qu'est-ce qui doit être fait, à quel moment ça doit être acheminé et tout ça. Également, on va parler de l'approvisionnement de la période des fêtes. Ça tombe bien, la période des fêtes arrive, donc je vais pouvoir faire un petit rappel aux entreprises là, concernant les règles d'approvisionnement des fêtes ainsi que les différentes dates limites auxquelles on s'est le comité des approvisionnements a statué cette année. Ensuite, on va parler du calcul des garanties d'approvisionnement parce que oui, vous recevez du lait, vous transformez du lait, le lait contient des composants laitiers, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même un mouvement qui est associé aux composants laitiers quand on reçoit du lait dans les différentes classes d'approvisionnement. Donc, on va vous faire un peu sans aller trop dans le détail, mais comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on vient calculer les garanties d'approvisionnement des entreprises. Puis finalement, là, on va finir la présentation avec les obligations des usines, que ce soit au niveau du ralentissement et des arrêts d'usine, ainsi que la calibration des compteurs pour ceux qui en ont. Et ceux qui n'en ont pas, ben, c'est quoi la règle?
Et par la suite, là, le principe de flexibilité, ça, c'est un petit chapitre dans la convention là, qu'on va adresser à la fin de la présentation. Donc, au niveau de l'approvisionnement en lait, les principes, il y en a quatre. Donc, le premier, c'est d'optimiser l'utilisation du lait. Donc, le but là, de la convention de mise en marché, c'est de livrer le lait qui est produit par les producteurs aux entreprises et de l'optimiser afin de l'utiliser le plus possible, mais également de pas en jeter, de ne pas jeter de lait là, à la fin de l'exercice, là, donc que tout le lait qui est produit soit ultimement transformé dans la mesure du possible. Il peut y arriver des situations exceptionnelles, mais le but, c'est de l'optimiser au maximum. Ensuite, c'est de favoriser le marché québécois. Donc, pourquoi on dit favoriser le marché québécois? Vous le savez, le système laitier, c'est quand même un système laitier canadien. Donc, il y a des mouvements de lait qui se font entre les provinces. Par contre, la convention, elle est quand même très claire où ce que le lait qui est produit au Québec doit être transformé au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on dit favoriser le marché québécois. Ensuite, de permettre aux entreprises de s'adapter au marché qui évolue. Donc, les marchés sont en constante évolution. Les consommateurs demandent différents types de produits constamment. Puis, les règles qu'on met en place, ben, on essaye de les mettre en place pour que les entreprises puissent s'adapter et répondre au marché qu'ils desservent. Et le dernier principe, c'est assurer l'équité. Une équité entre qui? Une équité entre tous les transformateurs. Donc, que ce soit un petit ou un moyen ou un grand transformateur, on veut que chacun ait accès au lait dont ils ont besoin au lait qu'ils ont besoin pour transformer leurs produits et de répondre à leur marché. Donc, c'est ça l'équité, c'est une équité entre l'ensemble des transformateurs là, à travers le Québec. Et ça également, peu importe où ils sont au Québec. Donc, au niveau des classes et des priorités d'approvisionnement, il y a 5 classes de lait. Il y a plus de classes là, classiques, mais au niveau des classes d'approvisionnement, il y a 5 classes. Donc, il y a la classe 1 qui est le lait de consommation et la crème. Il y a la classe 2A qui est le yogourt. Il y a la classe 3A qui est les fromages frais du jour ainsi que les fromages de spécialité. Et par la suite, on a nos deux classes de transformation, donc les classes de transformation A et B. Euh, Ces classes-là, ils regroupent plusieurs classes, donc ils regroupent les classes 2B, 3B, 3C, 4A et 4B, mais pour simplifier la chose, on les appelle nos classes de transformation et ils sont séparés en deux sections différentes, donc les entreprises de moins de 75 millions de litres annuellement et les entreprises de plus de 75 millions de litres annuellement. L'ordre dans lequel vous voyez les classes de lait ainsi que la flèche, c'est les priorités d'approvisionnement. Après ça, on va aller voir chacune des classes individuellement, mais cette priorité-là, c'est comme ça que les PLQ allouent le lait aux entreprises à chaque semaine. Donc, on dessert les marchés en classe 1, en classe 2A, en classe 3A, en classe de transformation A et en classe de transformation B à la fin. Donc, c'est vraiment la séquence d'allocation, l'ordre de priorité d'approvisionnement pour les entreprises. Donc, tout dépendamment dans quelle classe votre entreprise se situe, bien, vous pouvez avoir priorité sur le lait versus d'autres classes. Quand on regarde plus spécifiquement ou plus en profondeur chacune des classes, ben, on voit qu'ils ont des mécanismes d'allocation du lait différents. Donc, au niveau de la classe 1, c'est très simple, c'est un approvisionnement à la demande. Donc, le besoin de lait que les transformateurs ont, c'est le lait que les PLQ vont leur acheminer. Donc, si un transformateur qui fait du lait de consommation a besoin de 50 000 litres de lait chaque semaine, ben, il va recevoir son 50 000 litres de lait chaque semaine. C'est vraiment un approvisionnement à la demande. Et s'il y en a besoin de plus, ben, il y a des mécanismes qui sont prévus pour venir satisfaire ces besoins-là. Donc, classe 1, pour simplifier, à la demande, les besoins de lait sont à la demande. Au niveau de la classe 2A, c'est un peu similaire à la classe du lait de consommation, la classe 1, mais on est venu dans la dernière négociation de la convention venir mettre des balises pour limiter la croissance des entreprises et d'encadrer celles-ci avec des dispositions spécifiques pour les nouvelles entreprises puis les petites. Donc, on dit que c'est un approvisionnement à la demande jusqu'à concurrence de certaines limites de croissance, donc quasi à la demande.
Puis ces limites de croissance-là, c'est toujours comparé à l'année laitière précédente. Puis quand on parle, vous allez voir là, dans ma présentation, on parle annuel, année laitière. Au final, c'est toujours sur la base d'année laitière. La convention, elle est faite sur une base d'année laitière qui est du 1er août de chaque année au 31 juillet, au 31 juillet. Donc, ça, c'est l'année laitière. Donc, pour nous, une année laitière, c'est, quand que je veux dire année précédente, c'est toujours sur l'année laitière précédente. Donc, pour l'approvisionnement de la classe 2A, la limite de croissance pour les entreprises, c'est 20 en comparaison des utilisations de l'année précédente. Donc, si j'ai transformé 2 millions de litres, ben, une année, l'année prochaine, j'ai le droit à 2 millions de litres plus 20 Et ça, je peux l'utiliser de la manière que je veux dans l'année, mais ultimement, au bout de la ligne, rendu à la fin de l'année laitière, il faut que je sois inférieur ou égal à 20 de croissance. Je ne peux pas dépasser plus que 20 d'utilisation comparativement à l'année précédente. Au niveau des entreprises qui arrivent sur le marché du yogourt, qui n'avaient pas de nouvelles, de fabrication de yogourt, mais ces entreprises-là, ils ont une limite ils peuvent réquisitionner et utiliser jusqu'à 20 millions de litres de lait pour une année lors de la première année laitière. Et par la suite, les mécanismes prévus s'appliquent. L'année passée, suite à l'entrée en vigueur de la convention, de la nouvelle convention négociée, on s'était rendu compte que ben, pour les petites entreprises qui ont de la fabrication de yogourt, de mettre une croissance de 20 ben, ça n'avait comme pas de sens. Parce que un 20 sur un très petit chiffre, ça ne donne pas beaucoup de croissance, tandis qu'un 20 sur un grand chiffre, ça donne plus de croissance. Donc, dans ce contexte-là, les signataires sont venus ajouter une disposition au courant de l'hiver dernier pour les petites entreprises. Cette disposition-là vise ultimement à ce que les entreprises de moins d'un million de litres, 1,5 million de litres, ben, il n'y ait pas de limite de croissance. Donc, ils peuvent croître, d'avoir le volume de lait qu'ils ont besoin pour répondre à leurs besoins, jusqu'à temps qu'ils atteignent 1,5 million de litres de lait pour une année laitière. Par la suite, lorsque une entreprise a atteint ce seuil-là de 1,5 million de litres pour une année laitière, bien là, le principe de la limite de 20 s'applique à ce moment-là. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint cette limite-là, ben, les petites entreprises peuvent bénéficier d'un approvisionnement à la demande. Donc, ça, c'est un peu la classe 2A, comparativement à l'ancienne convention, c'est une des classes là, qui a le plus changé en termes de dispositions et règles pour l'approvisionnement en lait des entreprises. Par la suite, on a la classe 3A, que elle, c'est la classe, comme je mentionnais tantôt, des fromages fins et du fromage frais du jour. Cette classe d'approvisionnement-là, elle fonctionne avec une garantie d'approvisionnement avec un volume historique. Donc, ce volume historique-là, c'est ce qui a été utilisé dans les dernières années en fonction des mécanismes de croissance prévus et des processus de cristallisation. Eh bien, c'est ce volume-là auquel une entreprise y a le droit. L'approvisionnement au courant d'une semaine, elle peut varier parce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus dans la convention où l'approvisionnement hebdomadaire des entreprises va jusqu'à la concurrence des volumes historiques des entreprises, ainsi que les volumes historiques non utilisés des autres entreprises en 3A. Donc, quand on a un pool d'entreprises dans une même classe, il se peut que des entreprises tirent tout le volume auquel ils ont le droit, mais qu'il y en a d'autres qui ne tirent pas ce volume-là auquel ils ont le droit. Donc, les volumes qui sont non utilisés par les autres entreprises peuvent être utilisés par les autres et permettre d'avoir un besoin de lait supplémentaire là, si les besoins sont là. Mais également, cette classe-là, elle a une réserve de croissance qui est prévue. Cette réserve-là, on l'appelle la réserve de croissance P5. Puis, c'est un pool de lait qui est disponible pour les entreprises pour avoir des besoins de croissance, pour venir combler les besoins de croissance de l'entreprise. Puis, il y a deux manières d'obtenir ce volume-là. Donc, c'est le plus grand des deux volumes entre le volume de référence, le 5 de son volume de référence qui est établi lors de l'année 2012-2013, ou sinon, c'est 3 millions de litres. Puis cette croissance-là, elle est cumulative, donc à chaque année, on accumule la croissance et les droits d'accès à cette réserve-là
au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Donc, plus qu'une entreprise tire dans la réserve de croissance, eh bien, plus elle va aller chercher de lait, de lait de croissance dans cette réserve-là, en plus d'avoir son volume historique de l'autre côté. Donc, ça fait comme, on pourrait dire, deux poules de lait qui se suivent, mais ultimement, là, c'est le besoin des entreprises qui va venir refléter la garantie d'approvisionnement. Par la suite, là, on tombe dans nos classes regroupées. Donc, quand je parlais tantôt, nos classes de transformation. Donc, on a la classe de transformation A, qui est la TRSFA en acronyme. Comme je mentionnais tantôt, elle est séparée en deux pools distincts. Donc, on a les entreprises de moins de 75 millions de litres pour la TRSFA. Eux, ils fonctionnent avec un principe de même chose que la classe 3A, c'est un volume historique. Donc, c'est la garantie d'approvisionnement aux entreprises, c'est le volume historique qui est établi. Puis, l'approvisionnement hebdomadaire, ça va jusqu'à concurrence, encore une fois, des volumes historiques de l'entreprise, mais également des volumes historiques non utilisés de la classe 3A. Puis pourquoi je dis ça, c'est si vous vous souvenez, lors de la deuxième ou troisième diapositive, on voyait la séquence d'allocation où on approvisionne le lait en classe 1 en premier, en classe 2A, en classe 3A, en classe TRSFA et en classe TRSFB. Donc, si j'ai du volume qui était destiné à ma classe 3A qui n'a pas été utilisé par les entreprises, bien, ce volume-là, ultimement, il déboule dans la classe d'approvisionnement suivante pour être utilisé par les entreprises. Donc, c'est vraiment un effet de cascade de lait. Donc, ce que je n'ai pas utilisé en classe 1, j'approvisionne mon lait en classe 1, ce qu'il me reste va approvisionner mon lait en classe 2, ce qu'il me reste va approvisionner mon lait en classe 3 selon les balises prévues à la convention et vice-versa jusqu'à temps qu'on arrive à la classe TRSFB. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les entreprises peuvent utiliser, l'approvisionnement des entreprises est jusqu'à concurrence des volumes historiques non utilisés de la classe 3, c'est parce que ça déboule dans la classe d'approvisionnement inférieure. Par la suite, les entreprises en classe TRSFA peuvent également bénéficier de la même disposition, là, des volumes non utilisés par les autres membres des autres entreprises en TRSFA. Donc, si j'ai des volumes historiques non utilisés en TRSFA, bien, les autres entreprises peuvent réquisitionner ce lait-là s'ils en ont besoin. Et également, la classe TRSFA, elle a une réserve de croissance qui est établie à 15 millions de litres annuellement. On l'appelle la réserve de croissance A. Et cette réserve-là, elle a également là, des dispositions pour établir les droits d'accès de chacune des entreprises, ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Et également, ce n'est pas inscrit sur la diapositive parce qu'à un moment donné, on essaie d'être le plus concis possible. Mais par contre, la classe d'approvisionnement, la classe de transformation A, elle bénéficie aussi de courbes d'approvisionnement. Puis, qu'est-ce que je veux dire par courbe d'approvisionnement? C'est que euh, les courbes sont établies par des estimations qui sont effectuées par les PLQ en début d'année laitière. Et cette courbe-là fait en sorte qu'une entreprise peut prendre de l'avance sur son volume historique, sachant qu'elle va devoir le rembourser en cours d'année. Cette disposition-là a été mise afin de permettre une flexibilité aux entreprises pour qu'ils puissent réquisitionner le lait afin d'approvisionner leur marché au courant de l'année, parce qu'on s'entend, les marchés ne sont pas linéaires à travers l'année. Vous pouvez avoir des pics de production ou des pics de demande à certains moments de l'année. Donc, les courbes d'approvisionnement permettent aux entreprises qui ont des demandes très fortes en produits durant l'automne d'aller chercher plus de lait durant l'automne, sachant qu'au printemps, où ce que la demande peut-être est un peu moins grande pour leurs produits, ben, ils vont rembourser les crédits, entre guillemets, accumulés. Donc, les PLQ font le monitoring de ça mensuellement, là, suite au calcul des utilisations de lait. Puis, ça permet aux entreprises là, d'avoir cette flexibilité-là et de répondre adéquatement au marché. Comment est-ce que la réserve de croissance A fonctionne? Essentiellement, comme je mentionnais tantôt, elle est établie à 15 millions de litres annuellement pour l'ensemble des entreprises, puis elle fonctionne en principe d'avoir une partie du volume. Donc, 40 de ce volume-là est attribué par itération aux entreprises
et le 60% restant, il est attribué au prorata des VH des entreprises dans la classe de transformation A. Donc, pour vous imaginer ça un peu plus clairement, advenant qu'on a un pôle d'entreprises qui est 75 dans la classe TRSFA et qu'une entreprise possède 5% des VH dans cette classe-là, ben, au niveau du processus de son droit d'accès à la réserve de croissance, l'entreprise ben, va bénéficier d'un 40% de la réserve de croissance sur le 15 millions par itération, donc un 75e du volume, ce qui représente 80 000 litres. Et la répartition au prorata des VH, ben, l'entreprise va avoir le droit d'aller chercher 450 000 litres de lait de plus. Donc, au final, l'entreprise, ses droits d'accès à la réserve de croissance, c'est de 530 000 litres pour la réserve A durant l'année. Ce calcul-là, il est fait par les PLQ à chaque année, à chaque début d'année laitière. On a le plan d'approvisionnement qui est envoyé par aux entreprises et vous voyez les différents, bon, vous voyez votre volume historique, vos droits d'accès à la réserve. Donc, tout ça est informatisé au niveau des producteurs et c'est envoyé annuellement et après ça, mensuellement aux entreprises suivant les ventes qu'ils font, là, les déclarations d'utilisation du lait qu'ils font. Il y a quand même un processus d'ajustement des garanties d'approvisionnement pour les classes 3A et TRSFA. Comme je mentionnais tantôt, pour la 2A, on a un processus de annuellement, j'ai le droit d'aller tirer plus que 20 de croissance pour l'année suivante. Dans les autres classes, j'ai des réserves de croissance, mais ces réserves de croissance-là, ben, elles sont cristallisables à un certain moment afin d'augmenter mes volumes historiques durant les années futures quand j'ai de la croissance, mais également si j'ai une sous-utilisation de mon volume historique, ben, j'ai une diminution qui s'applique. Donc, il y a des processus d'ajustement. Puis, ils sont quand même similaires là, pour la classe 3A et TRSFA. Donc, le processus de cristallisation, c'est les volumes qui sont utilisés de la réserve de croissance, bien, ils sont cristallisables après 2 ans. Donc, annuellement, les entreprises, à la fin de l'année laitière, on regarde ce qui a été utilisé dans les 2 dernières années dans la réserve de croissance, puis on regarde le moindre des 2 années, donc le volume le plus petit que je suis allé chercher dans cette réserve-là, ben, il est cristallisable pour mon VH de l'année suivante et vice-versa. Ce processus-là se fait à chaque année. La même mécanique s'applique de manière un peu différente là, au niveau de la perte des volumes historiques. Donc, quand on a une sous-utilisation de nos volumes historiques, quand on dit sous-utilisation, c'est que j'ai un volume historique de 100 et je n'ai utilisé 80. Donc, quand on a une sous-utilisation, la diminution, elle, ne peut pas dépasser 10 selon la moindre des 2 dernières années. Donc, on regarde l'utilisation des 2 dernières années, puis on ne peut pas diminuer de plus de 10 selon l'utilisation qui était la plus basse dans les 2 dernières années. Comme ça, on ne vient pas déshabiller trop rapidement les entreprises dans leur volume historique et leur permettre un peu une stabilité. Et s'il y avait des changements à l'intérieur de l'entreprise, bien là, celle-ci peut s'ajuster et par la suite recommencer à utiliser son VH. Donc, on ne vient pas là, déshabiller les entreprises trop vite avec ce mécanisme-là. Ça vient vraiment là, encadrer les pertes de volume historique. Puis, par la suite, la dernière classe d'approvisionnement qu'on a, c'est la classe d'approvisionnement de transformation B, donc la TRSFB. Puis elle, c'est pour les entreprises de plus de 75 millions de litres et plus. Puis, je vous ramène encore à la priorité d'approvisionnement qu'on voyait au début de la présentation. On a la classe 1, la classe 2A, la classe 3A, la classe TRSFA et la TRSFB. Donc, ultimement, la classe TRSFB, c'est le lait résiduel. Qu'est-ce qui me reste en termes de lait pour approvisionner ces entreprises-là, sachant que j'ai approvisionné tous les besoins des classes supérieures? Cette classe-là, elle a des garanties d'approvisionnement qui fonctionnent en quote-part fixe. Donc, chacune des entreprises dans cette catégorie-là ont un pourcentage du lait résiduel à chaque semaine. Donc, comme je mentionne, à chaque semaine, les PLQ, quand ils ont leur pool de lait pour la TRSFB, ils appliquent le pourcentage de chacune des entreprises à ce lait-là et c'est le lait que l'entreprise va recevoir durant la semaine. Cette classe-là, elle a également un mécanisme de croissance et de diminution, puisque
le tout étant interrelié, les codes-parts sont chaque entreprise, chaque code-part est comme un peu interrelié parce que ce, ce qu'un fait et que l'autre ne fait pas, ben, ça vient ultimement au début, à la fin de l'année, ça peut venir faire en sorte qu'une entreprise va croître et une autre va diminuer en code-part à cause qu'une entreprise a pris plus de lait et vice-versa. Donc, il y a un mécanisme qui est prévu pour limiter la croissance des entreprises, mais également limiter la diminution des entreprises pour pas que les quotes-parts bougent d'un sens à l'autre et que ça donne aucune prévisibilité aux entreprises. Donc, la croissance maximale pour la classe de transformation B, c'est 2 de sa quote-part et la diminution maximale, elle est de 1 Puis, comme je mentionnais tantôt, puisque on parle de lait résiduel sur une part fixe, chacune des entreprises, les quotes-parts sont interreliés. Donc, la croissance d'une entreprise va ultimement être égale à une diminution d'une autre et vice-versa. Donc, le jeu d'avoir le lait et être présent lorsqu'il y a du lait de disponible, bien, chaque entreprise dans cette classe-là le savent. Tantôt, je vous parlais des plans d'approvisionnement, puis je vais prendre quand même un bon bout de temps pour un peu bien vous expliquer les plans d'approvisionnement, qu'est-ce que ça comporte, puis c'est quoi l'objectif qui est derrière ces plans-là et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que essentiellement, ces plans-là sont envoyés annuellement par les PLQ, également sont envoyés mensuellement par les PLQ aux entreprises à la suite, lorsque vous faites vos déclarations d'utilisation, bien, les plans d'approvisionnement sont réenvoyés aux entreprises avec voici ce que vous avez utilisé jusqu'à présent et voici ce qui vous resterait à utiliser. Donc, comme je mentionnais tantôt, c'est basé sur une année laitière. Tout le système est basé sur une année laitière qui est du 1er août au 31 juillet de chaque année. Ce qu'on retrouve dans le plan d'approvisionnement, c'est de un, les VH qui sont détenus par les entreprises. Donc, si on est dans une classe avec un VH, bien, on va retrouver notre VH. Puis également, pour la classe TRSFA, on va également retrouver la courbe. Donc, ce que je peux tirer minimalement et ce que je peux tirer maximalement pour une semaine donnée durant l'année. Également, on a les droits de croissance estimés, donc les droits d'accès aux réserves de croissance, ce qui est estimé en début d'année. Puis, un volume hebdomadaire au final théorique que l'entreprise pourra aller tirer. Il faut se souvenir, les plans d'approvisionnement, eux, ils sont basés sur l'estimation de la production des PLQ, mais également là, toutes les VH que les autres entreprises ont, et ainsi de suite. Donc, le plan d'approvisionnement, c'est une valeur théorique. Ultimement, les entreprises doivent réquisitionner le lait selon leurs besoins. Donc, ce que je vois sur mon plan, ce n'est pas nécessairement ce que je vais recevoir durant une semaine. Si j'ai besoin de moins de lait, je vais réquisitionner moins de lait. Si j'ai besoin d'un peu plus de lait, ben, je vais essayer de réquisitionner un peu plus de lait, mais s'il n'y a pas de lait disponible, il n'y a pas eu de VH non utilisé ou quoi que ce soit, ben, je n'aurai pas ce lait-là. Donc, c'est vraiment une valeur théorique. Puis, ce qui est associé à une classe. Donc, si j'ai un VH ou une cote-part ou peu importe la classe, ce volume-là est associé à la classe. Je ne peux pas prendre, je ne peux pas réquisitionner ce volume-là et finalement l'utiliser dans une autre classe. Donc, pour vous faire un exemple simple, j'ai un VH en classe 3A, mais pour X, Y raison, je réquisitionne le lait, mais je n'ai pas tout, j'ai pas tout besoin de ce lait-là pour faire ma classe 3A. Bien, je vais prendre du volume pour le mettre dans une autre classe, donc dans ma classe de transformation A ou B, peu importe dans quelle situation on se trouve. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est vraiment le lait. On doit réquisitionner le lait selon nos besoins en utilisation finale. Donc, je ne peux pas prendre, je ne peux pas dire mes droits d'accès, voici le volume de mes droits d'accès, je vais réquisitionner ce volume-là. Mais si je n'ai pas de besoin, je vais l'utiliser dans une autre classe. On ne peut pas faire ça. C'est vraiment destiné à cette classe, à la classe d'approvisionnement qui est prévue. On ne peut pas faire de compte, parce que sinon, ça l'équivaut à un contournement des règles de la convention, puis on contrevient à la convention de mise en marché. Comme je mentionnais également, la mise à jour est faite mensuellement suite aux déclarations que vous faites. Donc, quand vous faites vos déclarations d'utilisation du lait, quand les PLQ récupèrent les ventes aux alentours de la fin du 20-22 de chaque mois, bien, les PLQ récupèrent les ventes, puis là, ils sont en mesure de
recalculer les utilisations et de voir par rapport à votre plan, vous en êtes rendu où? Est-ce que vous êtes en avance? Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous êtes pile dessus? Qu'est-ce que vous avez utilisé dans la réserve de croissance et vice-versa? Ce plan-là, il bouge tout au long de l'année jusqu'à temps qu'on arrive au portrait final à la fin de l'année parce que, comme je mentionnais tantôt, les besoins en lait des entreprises, ce n'est pas uniforme à travers l'année, ce n'est pas linéaire. Une semaine, on peut en demander, on a peut-être besoin de moins parce qu'on a moins de commandes. L'autre semaine, on peut en avoir plus. Donc, c'est vraiment, ça fluctue. Donc, c'est pour ça que le plan d'approvisionnement, il est mis à jour mensuellement pour s'assurer là, que les entreprises ont un suivi de où où ce qu'ils sont placés. Comme je mentionnais également, les PLQ, ils vous l'envoient mensuellement. Quand ils font le suivi, quand ils font les réquisitions, quand vous envoyez vos réquisitions et qu'ils font le calcul, ils envoient la répartition du lait aux usines, bien, ils suivent également ça. Est-ce que l'entreprise a réquisitionné plus de lait que ce que son plan lui prévoyait, et ainsi de suite. Donc, ils s'assurent quand même que les entreprises réquisitionnent le lait en fonction de leurs besoins. Mais ultimement, le message que je peux vous faire aujourd'hui, c'est quand vous réquisitionnez votre lait, vous devez le réquisitionner selon vos besoins en utilisation finale. Et malgré que vous avez un plan d'approvisionnement, ce volume-là est destiné à la classe. On ne peut pas prendre de volume qui est destiné à cette classe-là et l'envoyer dans une classe inférieure. Donc, si vous êtes vous réquisitionnez du lait puis que vous n'avez trop pris puis que vous voulez le mettre dans une autre classe, on ne peut pas faire ça. C'est un contournement de règle. Donc, vraiment, ça, c'est un point important là, qu'on voulait rappeler. Je veux également mentionner, tu sais, le CILQ, on a quand même un rôle là-dedans, dans le suivi des règles C'est ça qui d'approvisionnement. marche pas. Est-ce qu'il y aurait une question? Moi aussi, j'ai entendu peut-être je sais pas si c'est un micro qui a été ouvert par erreur, mais s'il y a quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas à y aller. Je pense qu'on peut poursuivre, puis si jamais je vois une main levée ou Parfait. quelqu'un qui veut participer, je te fais signe, Yannick. Parfait. Euh, donc, c'est ça, ce que je mentionnais, c'est que le CLQ, on a quand même un rôle auprès de nos membres, là, tu sais, en tant que représentant de nos membres auprès des PLQ. On reçoit les données d'approvisionnement que vous recevez ainsi que les plans. Donc, on est capable de faire un suivi des entreprises pour s'assurer est-ce que les entreprises sont en avance, est-ce qu'ils sont en croissance, est-ce qu'ils sont en diminution. Puis, ce que ça permet, c'est que nous également, on fait un suivi mensuel des utilisations et on peut, s'il y a lieu, intervenir s'il y a problématique quelconque. Donc, advenant qu'on voit qu'une entreprise est en décroissance, ben, on peut contacter l'entreprise pour lui dire, hey, je vois des situations, est-ce que tout va bien, et ainsi de suite. Donc, on a quand même ce rôle-là au sein du CILQ de voir à ce que nos entreprises utilisent les volumes auxquels ils ont droit. Et s'ils ne les utilisent pas, ben, on peut essayer de voir avec eux. Euh, est-ce qu'il y a des situations qui font en sorte qu'ils sont en décroissance? Est-ce qu'il y a des situations qui font en sorte qu'ils sont en croissance et vice-versa? Donc, on est en contact avec nos entreprises pour s'assurer qu'il y a un respect des règles, mais également qu'ils aient tout le lait qu'ils ont besoin pour transformer leurs produits et de répondre adéquatement au marché. Donc ça fait un peu le survol de toutes les différentes classes d'approvisionnement. Euh, Ça peut sembler complexe, ça peut sembler un peu gros et compliqué. Par contre, la mécanique se fait hebdomadairement. Puis, je crois que l'ensemble des entreprises, vous savez dans quelle classe vous évoluez, vous connaissez un peu les différentes mécaniques qui existent. Toutefois, là, parfois, la convention peut être compliquée sur qu'est-ce qu'on a le droit de tirer, quelle est la croissance, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à faire un peu cette révision-là au niveau des classes d'approvisionnement. Par la suite, on a le cycle de réquisition de lait hebdomadaire. Ce cycle-là, il a été un peu modifié comparativement à la dernière convention. Donc, dans la convention qu'on est actuellement, on est un peu venu clarifier comment est-ce que le cycle fonctionnait. Donc, c'est un cycle continu. Là. Chaque semaine, vous vivez la même chose. Je suis pas mal sûr, là, avec les PLQ. Vous envoyez vos réquisitions pour la semaine suivante, le lundi avant 15 heures.
Puis par la suite, les PLQ, le mardi, ils envoient l'information sur les coupures, le nivellement qu'on va voir un peu plus tôt, un peu plus tard, ainsi que les surplus aux entreprises pour mardi 16 heures. Les entreprises reviennent avec des modifications ou autres demandes d'ici le mercredi 11 heures et par la suite, les PLQ communiquent les horaires de livraison mercredi 15 heures. Là, vous me dites, ouais, mais là, je suis pas mal sûr que de votre côté, à partir de mercredi 15 heures, les livres ne sont pas fermés, puis on passe à la semaine suivante. Là. Je sais qu'il y a des modifications qui sont apportées au courant de la semaine, et ainsi de suite. Ça, c'est prévu, mais au niveau de la réquisition initiale, c'est le cycle de réquisition initiale. Je vais vous faire un petit rappel. Comme je mentionnais tantôt, la période des fêtes arrive. Euh, on a pour la période des fêtes un peu une manière de faire différente au niveau des réquisitions, où ce qu'on demande l'envoi des réquisitions pour certaines semaines à beaucoup d'avance. Comme ça, on est en mesure de faire une planification du lait plus. On essaie de faire une planification du lait avec les PLQ plus facile afin de pas se rendre au 23 ou au 22 décembre, où ce que là, on a des surplus de lait à placer puis que ça devienne très compliqué. Donc, petit rappel, on vous a envoyé également des minutes là, dans les dernières semaines et dans les derniers jours concernant ça. Donc, pour cette semaine, le jeudi, le 27 novembre, vous devez envoyer vos réquisitions pour la semaine du 15 décembre, du 12 décembre, du 19 décembre, du 26 décembre et du 2 janvier. Donc, c'est quand même un bon 5 semaines de réquisition à envoyer d'ici jeudi. Mais je tenais quand même à vous faire le rappel parce que avec cette manière de faire-là, l'année passée, on l'a utilisé. On a pu voir que ça permet au PLQ de placer le lait peut-être d'une manière un petit peu plus efficiente. Est-ce que ça règle tous les problèmes? Non, mais c'est quand même une solution là, qu'on voyait qui était quand même facile d'application et qui permettait là, d'essayer d'amenuiser le plus possible les problématiques qu'on avait là, lors de la période des fêtes. Tantôt, je parlais du processus de nivellement. Donc, ce processus-là, là, c'est pourquoi d'un, il a été mis en place? Il a été mis en place parce qu'il existe une différence entre le lait réquisitionné et le lait disponible. Puis pourquoi je mentionne ça? C'est que euh, durant la fin de semaine, il y a des transformateurs qui réquisitionnent pas de lait parce qu'ils sont fermés, ce qui est bien normal. Ce qui crée un débalancement entre les besoins de lait durant la semaine et les besoins de lait durant la fin de semaine. Par contre, ce qu'on sait, c'est que elle, la production, elle ne ralentit pas la fin de semaine. Elle continue les producteurs continuent à produire. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'on se ramasse avec moins de production la semaine pour combler les besoins de transformation. Et à l'inverse, on a moins de transformation la fin de semaine pour combler la production et la production qui est disponible. Donc, on se ramasse avec un débalancement sur deux niveaux. Puis, la convention prévoit qu'il y a un processus qui est fait pour venir lisser les demandes en lait. Puis le processus, il est applicable seulement sur les transformateurs qui sont dans la classe de transformation B. Donc, la classe résiduelle de la séquence d'approvisionnement. Donc, comment est-ce que le processus fonctionne? C'est qu'hebdomadairement, les PLQ regardent les données qu'ils ont pour chaque jour de la semaine, les réquisitions et la production, et ils allouent le lait aux classes supérieures. Donc, la priorité des approvisionnements, comme c'est prévu, le lait est alloué aux classes supérieures. Puis par la suite, on vient répartir le volume qui reste sur les entreprises en TRSFB. Donc, on vient comme lisser la demande en lait. Donc, les entreprises de petite et moyenne taille, eux, elles reçoivent le lait dont ils ont besoin durant la semaine. En contrepartie, les entreprises en TRSFB, elles vont recevoir plus de lait à la fin de semaine. Donc, ces entreprises-là doivent être plus présentes la fin de semaine, tandis que les petites et les moyennes, eux, reçoivent le lait qu'ils ont durant la semaine. Ce processus-là, comme je mentionnais, est fait hebdomadairement et c'est vraiment seulement que certains joueurs qui envoient, entre guillemets, les répercussions parce que les transformateurs en classe de transformation B, eux autres aussi, ils ont des demandes
durant la semaine pour transformer et non juste la fin de semaine. Par contre, ce lissage-là vient faire en sorte qu'ils ont plus de volume à transformer la fin de semaine et reçoivent un peu moins de lait durant la semaine afin de permettre un approvisionnement aux entreprises de petite et moyenne taille. Donc, ce processus-là, quand on parlait tantôt d'équité, ben ça, c'en est un processus d'équité afin de s'assurer que toutes les entreprises ont le lait dont ils ont besoin pour transformer et répondre à leur marché. Au niveau des modifications de réquisition de lait, donc tantôt, quand on voyait dans le cycle de réquisition de lait, les entreprises devaient envoyer leur réponse de modification d'ici le mercredi 11 heures. La nouvelle convention est venue un peu modifier le délai auquel les entreprises doivent faire les modifications. Donc, on sait durant la semaine, même si la cédule elle est fermée, il peut y avoir des situations où ce que les entreprises vont demander des modifications. Donc, d'ajuster une citerne, de ne pas l'avoir telle journée, mais de l'avoir une autre journée et vice-versa, ou avoir une citerne de plus s'il y en a disponible et vice-versa. Dans l'ancienne convention, les demandes devaient être transmises au moins 24 heures à l'avance. Là, maintenant, le délai a été augmenté à 48 heures à l'avance. C'est sûr que la convention prévoit également que si on a passé ce délai-là, les PLQ vont faire dans leur possible pour essayer de répondre à la demande des transformateurs, mais ce n'est pas garanti qu'ils vont y répondre. Donc, la règle, c'est vraiment, si vous envoyez vos demandes au moins 48 heures à l'avance, ben, les PLQ vont effectuer la modification que vous demandez. Puis, ce tableau-là que vous voyez, il n'est pas dans la convention de mise en marché. C'est une mesure administrative que le comité des approvisionnements prévu à la convention de mise en marché est venu définir pour un peu encadrer les modifications les demandes de modification de réquisition afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde pour s'assurer que ben, le 48 heures, on essaie de le respecter. Puis, on le sait que une demande de modification de réquisition pour le lundi ne sera pas faite le samedi. Elle risque d'être faite fort probablement le vendredi d'avant et vice-versa. Même chose pour une demande pour le mardi, ben, elle sera pas faite le dimanche, là, parce qu'on s'entend, il y a des transformateurs qui sont fermés durant la fin de semaine. Donc, la mesure administrative qu'on est venu mettre en place, c'est que on a identifié des journées où ce que c'était la limite pour envoyer les réquisitions afin de respecter le 48 heures. Et ces limites-là, ben, de mémoire, on les avait communiquées aux entreprises là, par l'entremise d'une minute afin que vous soyez au courant de quand vous avez des modifications de réquisition à faire. Voici les journées à lesquelles vous devez envoyer au minimum votre demande. Ça peut être envoyé avant, mais au minimum, là, ça doit être envoyé d'ici cette journée-là. Également, la convention prévoit qu'on peut modifier un maximum de 10 du nombre de chargements hebdomadaires. Donc, si on va au-delà de ce seuil-là, ben là, il y a des pénalités qui sont applicables. Donc, pour les entreprises de moins de 75 millions de litres, on parle d'un 50 par chargement. Et pour les entreprises de plus de 75 millions de litres, on parle d'un 500 par chargement. Mais si on est inférieur à 10 du nombre de chargements prévus, ben, il n'y a pas de pénalité. Les PLQ vont répondre à votre demande et vont ajuster dans la mesure du possible la réquisition comme vous l'avez demandé. Par la suite, je vous ai parlé tantôt des réquisitions envoyées pour l'approvisionnement des fêtes, mais également, il y a des mécanismes dans la Convention qui prévoient un approvisionnement durant la période des fêtes. Puis ce mécanisme-là, lui, il vise à assurer le placement de l'ensemble du lait produit pendant cette période-là et oblige en même temps, parallèlement, une meilleure répartition du lait entre les entreprises, entre l'ensemble des entreprises. Vous le savez, on vous l'a mentionné là, au mois de septembre dernier, puis de mémoire, la période vient de finir. On était entre la fin septembre et mi-novembre à peu près dans la période des volumes normalisés. Cette période-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant cette période-là, on vient établir les volumes de référence que l'entreprise aura reçus et qui va devoir transformer avec une légère majoration durant la période des fêtes. Donc, vous avez réquisitionné votre lait durant la période de fin septembre à fin novembre.
pour les classes 2 et 3, 2, 3 et 4. Puis, ces données-là vont faire en sorte que pendant la période de Noël, qui s'établit de mémoire du 24 au 5 janvier cette année, pendant cette période-là, ben, vous allez devoir recevoir, les entreprises vont être obligées de recevoir ce volume-là majoré de 1,5 Donc, ça représente le volume que l'entreprise va devoir transformer durant cette période-là, mais seulement pour les classes 2, 3 et 4. Il y a une disposition spécifique à la classe 1 où ce que les réquisitions quotidiennes doivent représenter 10% de la réquisition hebdomadaire. Donc, les entreprises en classe 1 ne peuvent pas complètement arrêter leur fabrication. Ils doivent quand même poursuivre de réquisitionner du lait en classe 1. Donc, tout le monde est appelé à réquisitionner du lait durant la période des fêtes avec certaines obligations. Les dispositions que vous avez vues juste avant, là, donc le volume de référence qui doit être transformé durant la période des fêtes et celui de la classe 1, bien, lui, il n'est pas applicable pour les entreprises de moins de 1 million de litres de lait par année. L'approvisionnement des fêtes prévoit également des pénalités pour les entreprises qui ne transforment pas ou qui ne reçoivent pas le volume de lait auquel ils devraient transformer durant la période. Par contre, les entreprises peuvent prendre des ententes avec d'autres transformateurs pour un peu, moi, je vais fermer, je ne serai pas en mesure de prendre mon volume normalisé. Est-ce que je peux faire une entente avec un autre transformateur pour dire, ce transformateur-là va prendre une partie de mon volume normalisé durant la période? Donc, cette disposition-là, elle existe. C'est l'annexe 9B dans la Convention de mise en marché du lait. On vous en fait le rappel là, avant chaque période des fêtes. Au niveau de la pénalité, si une entreprise ne transforme pas le lait auquel ils auraient dû transformer, bien, il y a une pénalité de 20 par l'hectolitre qui s'applique et cette pénalité-là, elle est par la suite répartie sur les entreprises qui ont reçu plus de lait que leur volume normalisé. Donc, au final, c'est un transfert d'argent entre transformateurs. Au niveau du calcul des approvisionnements de lait, on rentre un peu dans la portion un peu plus technique. Je vais aller un peu plus tranquillement. Le calcul s'applique pour l'ensemble des entreprises, mais il y a des dispositions spécifiques pour des entreprises qui ont plus qu'une usine de transformation. Donc, advenant qu'une entreprise a dans son pool d'usines de transformation des usines qui sont dédiées à la fabrication de lait de consommation et à la fabrication de lait de transformation, le calcul des garanties d'approvisionnement va se faire en deux silos. Donc, on a d'un côté les usines de lait de transformation, donc toutes les usines qui transforment les produits de classe 1, donc le lait de consommation et la crème. Et l'autre silo, ça va être les usines de lait de transformation, donc les produits 2 à 4, là, le yogourt, les boissons nutritionnelles, le fromage et le beurre poudre. Donc, au final, ces deux silos-là, ultimement, à la fin du calcul, vont s'additionner pour établir la garantie d'approvisionnement, mais cette manière de faire-là a été créée afin que les produits de classe 1 ne viennent pas affecter les besoins en lait des autres classes pour les entreprises qui ont plus qu'une usine de transformation. Quand on rentre plus dans le calcul, ce calcul-là, il est quand même très complexe. Je vais vous en faire un bref aperçu là, des objectifs principaux puis pourquoi c'est nécessaire. Mais ultimement, ce calcul-là, il est fait mensuellement à la suite des déclarations des entreprises. Puis pourquoi on fait ce calcul-là? C'est pour avoir les besoins, établir les besoins en lait. Donc, l'objectif principal, c'est, comme je mentionnais, à chaque mois, à la suite de votre fabrication, vous déclarez dans le système de déclaration du lait vos déclarations de fabrication. Donc, c'est quoi mon volume de lait que j'ai utilisé et mon volume de matière grasse que j'ai utilisé pour fabriquer tel type de produit avec mes protéines et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour fabriquer mon produit et il s'associe à quelle classe? Par la suite, on récupère ces données-là au niveau des PLQ pour recalculer les besoins en lait provenant, les besoins en lait provenant de la ferme, donc de lait cru. Parce que les déclarations, c'est j'ai utilisé un tel volume de lait, mais en termes de volume de lait provenant de la ferme, c'est un volume différent. Parce que
la fabrication de produits laitiers, elle n'utilise pas nécessairement tous les composants qui sont présents dans le lait pour fabriquer, mettons, un fromage ou quelque chose. On peut recevoir un volume X de lait, mais je ne vais pas utiliser tous les composants qui sont associés au lait que j'ai reçu. Donc, l'objectif principal, c'est de venir ramener les composants laitiers dans sa classe d'origine. Donc, la classe d'origine, c'est la classe de réquisition, la classe dans laquelle vous avez réquisitionné votre lait. Donc, les composants excédentaires, comme je mentionnais tantôt, donc que ce soit de la crème ou du lait écrémé, qui sont générés de la fabrication de produits laitiers, bien, ils peuvent être utilisés dans d'autres classes. Donc, je vais prendre un exemple. Je fais une fabrication de yogourt. Euh, je vais générer quand même une bonne quantité de matière grasse ou de crème associée à ma fabrication de yogourt. Mais cette crème-là, je veux dire, il n'y a aucun transformateur qui jette des composants laitiers parce qu'ils ne l'ont pas utilisé dans une fabrication. Au contraire, ils vont l'utiliser dans d'autres. Donc, est-ce qu'ils vont aller faire du beurre? Est-ce qu'ils vont la mettre dans des fromages? Peu importe, ils vont quand même utiliser ces composants laitiers-là. Même chose pour le lait écrémé. Donc, c'est un processus de cascade qu'on appelle où les composants laitiers qui découlent d'une classe, ben, ils vont aller impacter les besoins en lait de la classe inférieure parce que avant d'utiliser ou de prendre du lait cru pour faire ma transformation dans la classe inférieure, mais il faut que j'utilise les composants laitiers qui me restent. Donc, c'est le processus de cascade où si j'ai de la fabrication en classe 1 et que j'ai des composants résiduels, ben, ils vont venir impacter les volumes que j'ai besoin le volume de lait cru que j'ai besoin dans la classe 2, dans la classe inférieure, qui est la classe 2A. Et par la suite, la même chose, si j'ai des composants résiduels qui sortent de ma fabrication de classe 2, ben, ça va impacter la classe 3 et vice-versa. Donc, c'est comme ça que le système il fonctionne. Et pourquoi c'est nécessaire? C'est pour assurer une répartition juste des volumes de lait entre les entreprises. Donc, on vient recalculer ces besoins-là pour s'assurer qu'une entreprise qui pourrait générer beaucoup de composants laitiers dû à une fabrication X, ben, n'ait pas besoin d'aller chercher autant de lait pour ses besoins dans des classes inférieures parce que j'ai beaucoup de composants laitiers qui en découlent. Et également, c'est pour refléter l'utilisation réelle du lait et des composants. Donc, comme je vous mentionnais, quand j'utilise du lait, j'ai des composants qui découlent dans les autres classes. Donc, ça devient qu'il faut que je reflète l'utilisation réelle des composants laitiers que j'ai fait. Et également, ça permet d'harmoniser les données pour le calcul des volumes, les volumes pour les garanties d'approvisionnement. Donc, tout le monde est assujetti au même calcul, aux mêmes manières de faire euh, dans le calcul dans l'établissement de leur garantie d'approvisionnement. Donc, ça fait le tour pour tout ce qui était la section garantie d'approvisionnement, euh, et comment est-ce que l'allocation du lait fonctionne. En espérant que j'ai été clair, si jamais vous avez des questions à la fin de la rencontre, n'hésitez pas à m'en faire part. On rentre dans les obligations des usines. Donc, une des obligations des usines, c'est d'avertir les PLQ s'ils font un arrêt ou un ralentissement d'usine. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition d'un ralentissement d'usine? Ben, c'est une entreprise qui continue de recevoir du lait, mais de façon moindre que ce qu'il recevait antérieurement. Donc, la définition découlant de la convention, c'est qu'une usine qui est catégorisée en ralentissement, c'est une usine qui reçoit quotidiennement 50% et moins de la moyenne journalière du mois précédent. Donc, ce que je commande, c'est 50% de moins que ce que je commandais à la même période le mois précédent. Il y a également des règles pour les fermetures d'usines, puis des ralentissements qui sont basés sur la grosseur des entreprises. Donc, euh, il y a des règles pour les entreprises de 35 millions et plus annuellement, qui reçoivent 35 millions de litres de lait et plus annuellement, et il y a des règles pour des usines qui reçoivent moins de 30 millions de litres de lait annuellement. Puis ces deux mécanismes, ces deux règles-là, elles sont quand même assez significatives, là, la différence qu'il y a entre les deux. Donc, quand on regarde au niveau d'une usine de 35 millions de litres de lait et plus, euh, elle, elle doit aviser les PLQ pour un arrêt ou un ralentissement minimalement 3 mois à l'avance.
Donc, je sais que je pense dans la norme, là, c'est beaucoup plus d'avance que ça pour les maintenances annuelles. Par contre, il peut y arriver des problématiques quelconques qui font en sorte qu'on doit fermer une telle date, mais ultimement, là, dans la mesure du possible, là, dans la convention, il est prévu qu'il faut que les entreprises envoient leurs demandes minimalement 3 mois à l'avance. Les entreprises de 35 millions de litres et plus, elles ont des restrictions de fermeture et de ralentissement durant certaines périodes, à moins d'avoir une entente avec les PLQ. Donc, ces restrictions-là, il y en a quand même beaucoup. On parle de la troisième semaine du mois de mars à la deuxième semaine du mois de mai, donc, entre guillemets, la période de dégel. Par la suite, il y a la période du 15 décembre, pardon, à la troisième semaine du mois de janvier, ce qui est la période des fêtes. Et il y a tous les jours fériés non collés à la fin de semaine, ainsi que les fins de semaine de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, la fête du travail et la fête des Patriotes. Donc, vraiment, les entreprises doivent naviguer dans ces éléments-là pour établir leur fermeture d'usine. Ultimement, quand on regarde le calendrier, il reste pas mal la période de l'automne et quelques éléments, là, quelques parties au courant de l'été et du printemps pour effectuer les fermetures d'usines. Du côté des entreprises de moins de 35 millions de litres de lait annuellement, eux aussi doivent aviser les PLQ au minimum 3 mois à l'avance. Par contre, ces entreprises-là, elles peuvent fermer d'un maximum de 14 jours consécutifs. Donc, ils ont quand même une plus grande flexibilité. Ils n'ont pas les mêmes règles que les entreprises de plus de 35 millions en termes de restrictions de moments. Ils peuvent fermer à tout moment durant l'année. S'ils désirent fermer une, sur une période plus longue que 14 jours, ben, ils doivent informer les PLQ, mais les PLQ s'assurent qu'il y a seulement une usine à la fois qui peut bénéficier de cet élément-là. Également, ce qui n'est pas inscrit dans dans la diapositive, c'est que pour les entreprises de plus de 35 millions de litres annuellement, pour une période, pour une date fixe, seulement une entreprise à la fois peut fermer. Donc, on ne peut pas avoir deux usines en même temps qui ferment au même moment. Les PLQ doivent s'assurer de gérer le calendrier conformément aux règles. Donc, advenant que deux entreprises demandent la même date, ben, il n'y en a seulement qu'une qui va pouvoir fermer à cette date-là, l'autre va devoir prendre une autre date. C'est pour s'assurer que le lait soit, qu'il n'y ait pas trop d'usines en même temps qui soient fermées pour s'assurer que le lait soit transformé, que ça n'ajoute pas une pression supplémentaire dans le système. Lorsqu'une entreprise ferme, dans tous les cas, l'entreprise doit autant que possible placer le lait dans une autre usine de son regroupement d'usines. Donc, advenant qu'une entreprise a plusieurs usines et décide d'en fermer une, ben, dans la mesure du possible, d'essayer de placer le lait dans ces autres usines afin de maximiser ses volumes d'utilisation et de s'assurer qu'on n'aille pas, on ne soit pas en situation de perte de VH ou perte de code part là, dans les autres classes. Au niveau de la calibration des compteurs. Donc, une usine qui détient un compteur à la réception du lait, elle, son paiement il est basé sur le volume qu'il est reçu parce que c'est assez facile d'établir le volume qui est reçu par l'entreprise. Par contre, pour avoir un compteur, ça nécessite une certification officielle par Poids et Mesure Canada et une calibration une fois par année. Là, vous allez peut-être vous dire, moi, si je n'ai pas de compteur, comment ça fonctionne? Bien, comment ça fonctionne, c'est que les entreprises qui n'ont pas de compteur, eux, le volume qu'ils doivent payer aux producteurs mensuellement, c'est le volume qui était contenu dans la citerne, moins le volume qui a été livré à l'usine de fin de ligne. Puis l'usine de fin de ligne, c'est quoi que ça veut dire? C'est l'usine qui, à la fin de la route de transport, a un compteur. Advenant que je ne sais, puis je ne sais pas si c'est la norme, mais si une entreprise n'a pas de compteur et qui reçoit une citerne complète, ben, il y a quand même un processus dans la convention où il y a une perte de volume qui est appliquée, là, qu'on voit un petit peu plus bas. C'est le shrink qu'on appelle de 0,3 %. Donc, le transformateur va être facturé
sur le volume qui était contenu dans la citerne, avec une déduction de la perte du volume qui est faite lors du déchargement là, à cause de résidus qui restent dans les boyaux, dans la citerne et tout ça. Donc, c'est de 0,03 pour cent. En cas qu'une entreprise a un compteur et que celui-ci soit brisé ou défectueux, ben, de un, il est normal qu'on doit aviser les PLQ parce que les PLQ doivent être au courant que le compteur il est brisé ou il est défectueux. Puis à ce moment-là, ben, tant que le compteur n'est pas recalibré, les producteurs vont facturer le lait basé sur le volume provenant de la ferme. Donc, comme je parlais tantôt pour les entreprises qui n'ont pas de compteur et qui reçoivent une système complète, le volume ferme avec une déduction du shrink qu'on appelle là, au niveau de la citerne de 0,03 pour cent. Finalement, le dernier principe que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était le principe de flexibilité. Puis ça s'applique pour les entreprises qui sont présentes dans plusieurs classes d'approvisionnement et qui n'auraient pas et n'utiliseraient pas l'ensemble des volumes dans une classe spécifique. Donc, on a deux principes de flexibilité, là, le principe de la flexibilité intra-entreprise et par la suite, il y a le principe des ventes de garantie d'approvisionnement entre entreprises. Donc, le premier principe, la flexibilité intra-entreprise, c'est un transfert de garantie d'approvisionnement entre les classes de lait. Donc, ces classes-là, ils peuvent être faites des classes inférieures. Je prends du volume d'une classe inférieure et je le remonte vers les classes supérieures. Donc, on se souvient encore, je vous ramène à l'image qu'on avait en début de rencontre. On a notre séquence d'approvisionnement qui est l'ordre de priorité, la classe 1, la classe 2A, la classe 3A, la TRSFA et la TRSFB. Ultimement, une entreprise peut prendre du volume de TRSFA et le remonter soit dans la classe 3A ou dans la classe 2A, ou peut prendre du volume de la classe 3A et le remonter dans la classe 2A. Par contre, on ne peut pas faire l'inverse, ce qui veut dire je prends des garanties d'approvisionnement de ma classe 2 ou de ma classe 3A et je la descends dans ma classe inférieure. Ça ne fonctionne pas. C'est seulement du bas vers le haut qu'on peut faire ça. Quand on veut utiliser cette clause-là, ben, d'un, il faut informer les PLQ parce que le transfert en clause, ben, il se fait selon les modalités qui sont prévues dans la convention. Pour la clause de transformation qui regroupe plusieurs classes de lait, là, il n'y a pas de transfert qui se fait parce que la classe de transformation, puisqu'elle regroupe les classes 2B, 3B, 3C, 4A et 4B, ben, l'entreprise peut utiliser le lait qu'elle reçoit pour faire le produit qu'elle veut dans sa classe-là. Donc, il n'y a pas de flexibilité, il n'y a pas de transfert de garantie. C'est une garantie pour l'ensemble de ces classes-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une exception dans le mouvement de garantie d'approvisionnement. C'est vu que la classe de transformation, c'est plein de classes regroupées ensemble, ben, il n'y a pas de transfert qui se font. Cette flexibilité-là, elle peut être faite en tout temps par l'entreprise. Par contre, quand une entreprise décide de l'invoquer, spécialement pour la classe de transformation A, puisqu'elle a un droit d'accès à la réserve de croissance, si elle décide d'invoquer cette clause-là durant l'année laitière, ben, elle perd le droit d'accès à la réserve de croissance pour le restant de l'année. Donc, il y a quand même cette notion-là à savoir que quand que vous êtes en situation où vous êtes peut-être en perte de VH dans la classe de transformation A, puis que vous avez besoin de plus de lait dans les classes supérieures, si vous décidez de prendre de votre volume historique et de le remonter dans les classes supérieures, bien, vous allez perdre votre droit d'accès à la réserve de croissance dans la classe TRSFA, donc la réserve de croissance, la réserve A. Donc, ça, c'est quand même un élément à tenir en compte pour s'assurer que vous puissiez faire vos démarches et vos flexibilités au moment qui vous convient. Puis, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours communiquer avec le conseil, là, avec moi, puis je vais vous aider à regarder un peu le dossier, comment est-ce qu'on pourrait invoquer cette clause-là, à quel moment ça serait plus important et vice-versa. Cette clause-là, elle est souvent utilisée pour s'assurer de ne pas perdre des VH dans une clause, parce que les VH appartiennent à l'entreprise, puis si elle ne l'utilise pas, ultimement, elle le perd. Par contre,
s'il y a des besoins croissants dans les classes supérieures, puis qu'il n'y a pas assez de lait dans les garanties d'approvisionnement de l'entreprise pour subvenir à ces besoins-là, ben, on peut utiliser les VH qu'on allait perdre pour venir augmenter les besoins en lait dans la classe supérieure. Donc, c'est pour ça que la clause de flexibilité est là. C'est euh, on veut s'assurer que les entreprises puissent jouer avec leur VH dans les classes, de remonter du VH s'ils en ont besoin, mais également permettre aux entreprises, si je m'en vais pour perdre du VH, puis que j'ai des besoins croissants dans l'autre classe, puis que mes garanties dans ces classes-là ne, ne subviennent pas à mes besoins, ne me permettent pas d'avoir l'ensemble du lait disponible, bien, j'ai une manière de m'approvisionner, d'aller chercher le lait dont j'ai besoin selon les dispositions de la Convention. Par la suite, il y a également les ventes de garantie d'approvisionnement entre les entreprises. Donc, ça, il y a des modalités générales, puis il y a des modalités particulières pour certaines classes. Donc, les entreprises peuvent procéder à la vente de garantie d'approvisionnement selon les modalités qui suivent. Donc, d'un, les ventes de garantie sont la responsabilité des entreprises impliquées. Donc, que deux entreprises se parlent et décident de conclure une transaction, c'est la responsabilité de ces entreprises-là de faire leurs transactions et d'en informer les PLQ avec un écrit indiquant signature et la date d'entrée en vigueur de la transaction. Par la suite, lorsque l'entrée en vigueur de la transaction est là, les PLQ, ben, eux, ils ajustent les garanties d'approvisionnement. Donc, si j'ai deux entreprises qui font une transaction de volume historique dans la classe 3A, par exemple, une vend son volume historique à l'autre, ben, au moment où la transaction va entrer en vigueur, les données d'approvisionnement d'une entreprise, le VH de l'entreprise va être transféré à l'autre. Donc, le droit d'accès d'avoir du lait va augmenter et l'autre entreprise, elle, va recevoir son volume de lait en garantie diminuer. Puis, toutes les ventes de lait entre les entreprises, c'est des ventes de garantie, là. C'est comme ça qu'on voit. Il y a quand même des modalités particulières qui s'appliquent aux transactions lorsqu'une entreprise du groupe TRSFB achèterait des garanties d'une entreprise du groupe TRSFA et vice-versa. Donc, puisqu'il fonctionne avec des mécaniques d'approvisionnement différentes. Un est sur des volumes garantis, là, des VH, et l'autre fonctionne sur une cote-part. Il y a quand même un principe particulier qui s'applique à ces transactions-là. J'ai décidé de ne pas les mettre dans la présentation pour ne pas alourdir, là, mais ayez ça en note que si des transactions se font, ben, il y a quand même des mécanismes qui sont prévus là, pour ces ventes de garantie d'approvisionnement. Donc, ça fait le tour de ma présentation en espérant que j'ai été quand même relativement clair, que ça vous a éclairé, que ça vous a permis de mieux comprendre la Convention et les différentes dispositions qui se rattachent aux règles d'allocation. Si jamais il y en a qui ont des questions, ben, je suis disponible pour répondre à vos questions. Sinon, ben, je passerai la parole à Adèle avec ces éléments de clôture de la rencontre, là. Yes. Je vais laisser un petit peu de temps pour voir si des gens ont des questions. Donc, n'hésitez pas. Je trouve que c'est une grosse présentation avec beaucoup d'éléments. Fait que je comprends que des fois, c'est un peu, on a des questions, mais ils viennent par la suite. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais la question vous vient en tête. Ok, j'ai des gens qui remercient. Parfait. Bon, mais dans ce cas-là, Si moi, je je vais pouvais continuer. rajouter juste Adèle, Oui. là, en tout temps, là, durant une année laitière, là, si vous avez des questions concernant l'approvisionnement en lait ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous écrire ou nous appeler. Comme je mentionnais plus tôt, on est là pour répondre à vos questions. Ça peut être complexe par moment, il peut y avoir des situations, mais on est là pour répondre à vos questions et de vous accompagner dans toute cette gestion-là, là. Tout à fait. Donc, effectivement, le CILQ est là pour vous aider là-dedans. Donc, j'espère que ce webinaire-là vous aura été utile. J'ai laissé dans le chat un webinaire.
dis-je, ça c'est ce qu'on vient d'avoir, un sondage concernant le webinaire qui vient d'avoir lieu. Pour nous, c'est quand même super important que vous le répondiez. Ça nous permet de voir si ça a bel et bien répondu à vos questions. Ça va nous permettre aussi de faire des suivis avec vous parce que s'il vous reste des questions, puis que vous aimeriez approfondir certains éléments, ben, vous pouvez le dire directement là-dessus ou cliquer sur le lien qui va vous mener à nous écrire un courriel. Donc, pour qu'on puisse là, vous aider là, concernant des éléments que vous auriez peut-être trouvé un peu plus complexes puis que vous aimeriez approfondir. Donc, allez remplir le sondage, ça serait super apprécié. Sinon, pour l'instant, on n'a pas de webinaire de prévu dans les prochaines semaines, prochains mois, mais on va vous tenir au courant là, via les communications du CILQ. Pour les gens qui font des produits bio, il y a un webinaire ce jeudi. Il y a plusieurs communications qui ont été envoyées à ce sujet. Si jamais vous voulez avoir des informations, vous pouvez nous écrire au cilq@cilq.ca. Donc, ça fait pas mal le tour. Je vous remercie vraiment d'avoir été là avec nous ce midi. Il va vous rester un petit peu de temps. On a fini un petit peu plus tôt que prévu, donc vous aurez le temps sans doute là, de manger avant de recommencer à travailler. Fait que merci beaucoup Yannick pour ta présentation. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc vous n'aurez qu'à nous écrire, puis on va pouvoir répondre là, à vos questions si jamais vous en avez qui vous arrivent en tête. Il y a quand même une bonne partie des gens qui sont arrivés. D'autres arriveront là, dans les prochaines minutes certainement. Mais on peut commencer. D'abord, moi, je me présente. C'est Adèle Saint-Jacques. Je suis la responsable des communications du CILQ. Mais c'est pas moi qui va faire la présentation aujourd'hui. Ça va être Yannick, qui est le directeur des affaires institutionnelles et économiques. Ça va être lui qui va faire la présentation aujourd'hui. Puis je vous remercie de prendre le temps d'être avec nous ce midi. On sait que vous avez des horaires tous très, très occupés, mais je pense que ça va être une formation qui va être intéressante, là, des informations pertinentes pour vos activités. Ça faisait un bout de temps qu'on avait fait un webinaire, fait qu'on est très content de vous retrouver aujourd'hui. Pour comment ça va fonctionner, vous connaissez comment ça fonctionne maintenant les webinaires, mais je vais juste le rappeler. Si vous avez une question à poser, vous pouvez lever la main. Là, ça, c'est le petit icône qu'il y a en haut, ou simplement écrire dans le clavardage, ou même ouvrir votre micro. Il n'y a pas de problème. On veut que les gens se sentent à l'aise de poser des questions là, tout au long de la séance. Yannick a dit qu'il était très, très à l'aise avec ça. Puis moi, je vais m'occuper là, de vérifier s'il y a des questions en commentaire ou des mains levées là, pour aider Yannick avec ça. Merci de garder votre micro fermé si vous n'avez pas une question à poser. Pour ce qui est de l'écran, si vous voulez l'ouvrir, la fermer, il n'y a aucun problème. Je mentionne que c'est enregistré, fait que s'il y en a que ça rend mal à l'aise, soyez pas gênés d'ouvrir, fermer la caméra. Il n'y a pas de souci pour ça. Puis aussi, autre fait intéressant pour vous, stressez-vous pas avec les notes, on va vous envoyer la présentation après. Donc, vous pouvez écouter, puis ensuite de ça, là, on va vous transmettre les documents qui vont être pertinents pour vous. Donc, je vais laisser la parole à Yannick parce que c'est lui qui va faire la présentation. Puis, je vous rappelle que si vous avez des questions tout au long du webinaire, on est là pour ça. Gênez-vous pas. Donc, à toi la parole, Yannick. Merci Adèle. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer tous aujourd'hui. Là, la convention de mise en marché étant un sujet quand même très important là, dans notre secteur, puis elle a quand même évolué dans les dernières années. On tenait quand même à faire un rappel. On avait fait des sessions avec le président suite à la dernière négociation dans la dernière année, mais on voulait faire un retour avec vous sur la convention, les règles d'approvisionnement pour s'assurer qu'il y a une compréhension de tous. Comme Adèle l'a mentionné, présentation ouverte, donc gênez-vous pas à intervenir tout au long de la présentation. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions là, au fur et à mesure que je vais naviguer le PowerPoint. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et je vais commencer la présentation. Si ma souris m'avait. Comme ça. Et voilà. Donc, essentiellement, le plan de la présentation, là, ce qu'on va avoir, on va parler aujourd'hui principalement du cœur de la convention, ce qui veut dire tout ce qui est l'approvisionnement du lait aux usines. Pourquoi je dis le cœur? C'est parce que c'est quand même les usines de transformation, elles ont besoin de lait pour fonctionner. Donc, le cœur de la convention, c'est vraiment les règles d'approvisionnement, les règles d'allocation du lait. Donc, on va survoler c'est quoi le principe, les principes de la convention de mise en marché, les différentes classes d'approvisionnement, parce qu'il y en a plusieurs avec différentes règles associées à chacune.
Tout le principe de réquisition du lait, modification des réquisitions et nivellement, donc quand les entreprises font leur commande de lait, qu'est-ce qui doit être fait, à quel moment ça doit être acheminé et tout ça. Également, on va parler de l'approvisionnement de la période des fêtes. Ça tombe bien, la période des fêtes arrive, donc je vais pouvoir faire un petit rappel aux entreprises là, concernant les règles d'approvisionnement des fêtes ainsi que les différentes dates limites auxquelles on s'est le comité des approvisionnements a statué cette année. Ensuite, on va parler du calcul des garanties d'approvisionnement parce que oui, vous recevez du lait, vous transformez du lait, le lait contient des composants laitiers, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même un mouvement qui est associé aux composants laitiers quand on reçoit du lait dans les différentes classes d'approvisionnement. Donc, on va vous faire un peu sans aller trop dans le détail, mais comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on vient calculer les garanties d'approvisionnement des entreprises. Puis finalement, là, on va finir la présentation avec les obligations des usines, que ce soit au niveau du ralentissement et des arrêts d'usine, ainsi que la calibration des compteurs pour ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, ben, c'est quoi la règle? Et par la suite, là, le principe de flexibilité, ça, c'est un petit chapitre dans la convention là, qu'on va adresser à la fin de la présentation. Donc, au niveau de l'approvisionnement en lait, les principes, il y en a quatre. Donc, le premier, c'est d'optimiser l'utilisation du lait. Donc, le but là, de la convention de mise en marché, c'est de livrer le lait qui est produit par les producteurs aux entreprises et de l'optimiser afin de l'utiliser le plus possible, mais également de pas en jeter, de ne pas jeter de lait là, à la fin de l'exercice. Donc, que tout le lait qui est produit soit ultimement transformé dans la mesure du possible. Il peut y arriver des situations exceptionnelles, mais le but, c'est de l'optimiser au maximum. Ensuite, c'est de favoriser le marché québécois. Donc, pourquoi on dit favoriser le marché québécois? Vous le savez, le système laitier, c'est quand même un système laitier canadien. Donc, il y a des mouvements de lait qui se font entre les provinces. Par contre, la convention, elle est quand même très claire où ce que le lait qui est produit au Québec doit être transformé au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on dit favoriser le marché québécois. Ensuite, de permettre aux entreprises de s'adapter au marché qui évolue. Donc, les marchés sont en constante évolution. Les consommateurs demandent différents types de produits constamment. Puis, les règles qu'on met en place, ben, on essaye de les mettre en place pour que les entreprises puissent s'adapter et répondre au marché qu'ils desservent. Et le dernier principe, c'est assurer l'équité. Une équité entre qui? Une équité entre tous les transformateurs. Donc, que ce soit un petit ou un moyen ou un grand transformateur, on veut que chacun ait accès au lait dont ils ont besoin au lait qu'ils ont besoin pour transformer leurs produits et de répondre à leur marché. Donc, c'est ça l'équité, c'est une équité entre l'ensemble des transformateurs là, à travers le Québec. Et ça également, peu importe où ils sont au Québec. Donc, au niveau des classes et des priorités d'approvisionnement, il y a 5 classes de lait. Il y a plus de classes là, classiques, mais au niveau des classes d'approvisionnement, il y a 5 classes. Donc, il y a la classe 1 qui est le lait de consommation et la crème. Il y a la classe 2A qui est le yogourt. Il y a la classe 3A qui est les fromages frais du jour ainsi que les fromages de spécialité. Et par la suite, on a nos deux classes de transformation, donc les classes de transformation A et B. Euh, Ces classes-là, ils regroupent plusieurs classes. Donc, ils regroupent les classes 2B, 3B, 3C, 4A et 4B. Mais pour simplifier la chose, on les appelle nos classes de transformation et ils sont séparés en deux sections différentes. Donc, les entreprises de moins de 75 millions de litres annuellement et les entreprises de plus de 75 millions de litres annuellement. L'ordre dans lequel vous voyez les classes de lait ainsi que la flèche, c'est les priorités d'approvisionnement. Après ça, on va aller voir chacune des classes individuellement, mais cette priorité-là, c'est comme ça que les PLQ allouent le lait aux entreprises à chaque semaine. Donc, on dessert les marchés en classe 1, en classe 2A, en classe 3A, en classe de transformation A et en classe de transformation B à la fin. Donc, c'est vraiment la séquence d'allocation, l'ordre de priorité d'approvisionnement pour les entreprises. Donc, tout dépendamment dans quelle classe votre entreprise se situe, bien, vous pouvez avoir priorité sur le lait versus d'autres classes. Quand on regarde plus spécifiquement ou plus
plus en profondeur chacune des classes, ben, on voit qu'ils ont des mécanismes d'allocation du lait différents. Donc, au niveau de la classe 1, c'est très simple, c'est un approvisionnement à la demande. Donc, le besoin de lait que les transformateurs ont, c'est le lait que les PLQ vont leur acheminer. Donc, si un transformateur qui fait du lait de consommation a besoin de 50 000 litres de lait chaque semaine, ben, il va recevoir son 50 000 litres de lait chaque semaine. C'est vraiment un approvisionnement à la demande. Et s'il y en a besoin de plus, ben, il y a des mécanismes qui sont prévus pour venir satisfaire ces besoins-là. Donc, classe 1, pour simplifier, à la demande, les besoins de lait sont à la demande. Au niveau de la classe 2A, c'est un peu similaire à la classe du lait de consommation, la classe 1, mais on est venu dans la dernière négociation de la convention venir mettre des balises pour limiter la croissance des entreprises et d'encadrer celles-ci avec des dispositions spécifiques pour les nouvelles entreprises puis les petites. Donc, on dit que c'est un approvisionnement à la demande jusqu'à concurrence de certaines limites de croissance, donc quasi à la demande. Puis ces limites de croissance-là, c'est toujours comparé à l'année laitière précédente. Puis quand on parle, vous allez voir là, dans ma présentation, on parle annuel, année laitière. Au final, c'est toujours sur la base d'année laitière. La convention, elle est faite sur une base d'année laitière qui est du 1er août de chaque année au 31 juillet, au 31 juillet. Donc, ça, c'est l'année laitière. Donc, pour nous, une année laitière, c'est, quand que je veux dire année précédente, c'est toujours sur l'année laitière précédente. Donc, pour l'approvisionnement de la classe 2A, la limite de croissance pour les entreprises, c'est 20 en comparaison des utilisations de l'année précédente. Donc, si j'ai transformé 2 millions de litres, ben, l'année prochaine, j'ai le droit à 2 millions de litres plus 20 Et ça, je peux l'utiliser de la manière que je veux dans l'année, mais ultimement, au bout de la ligne, rendu à la fin de l'année laitière, il faut que je sois inférieur ou égal à 20 de croissance. Je ne peux pas dépasser plus que 20 d'utilisation comparativement à l'année précédente. Au niveau des entreprises qui arrivent sur le marché du yogourt, qui n'avaient pas de fabrication de yogourt, mais ces entreprises-là, ils ont une limite ils peuvent réquisitionner et utiliser jusqu'à 20 millions de litres de lait pour une année lors de la première année laitière. Et par la suite, les mécanismes prévus s'appliquent. L'année passée, suite à l'entrée en vigueur de la convention, de la nouvelle convention négociée, on s'était rendu compte que ben, pour les petites entreprises qui ont de la fabrication de yogourt, de mettre une croissance de 20 ben, ça n'avait comme pas de sens. Parce que un 20 sur un très petit chiffre, ça ne donne pas beaucoup de croissance, tandis qu'un 20 sur un grand chiffre, ça donne plus de croissance. Donc, dans ce contexte-là, les signataires sont venus ajouter une disposition au courant de l'hiver dernier pour les petites entreprises. Cette disposition-là vise ultimement à ce que les entreprises de moins d'1 million de litres, 1,5 million de litres, ben, il n'y ait pas de limite de croissance. Donc, ils peuvent croître, d'avoir le volume de lait qu'ils ont besoin pour répondre à leurs besoins, jusqu'à temps qu'ils atteignent 1,5 million de litres de lait pour une année laitière. Par la suite, lorsque une entreprise a atteint ce seuil-là de 1,5 million de litres pour une année laitière, bien là, le principe de la limite de 20 s'applique à ce moment-là. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint cette limite-là, ben, les petites entreprises peuvent bénéficier d'un approvisionnement à la demande. Donc, ça, c'est un peu la classe 2A, comparativement à l'ancienne convention, c'est une des classes là, qui a le plus changé en termes de dispositions et règles pour l'approvisionnement en lait des entreprises. Par la suite, on a la classe 3A, que elle, c'est la classe, comme je mentionnais tantôt, des fromages fins et du fromage frais du jour. Cette classe d'approvisionnement-là, elle fonctionne avec une garantie d'approvisionnement avec un volume historique. Donc, ce volume historique-là, c'est ce qui a été utilisé dans les dernières années en fonction des mécanismes de croissance prévus et des processus de cristallisation. Eh bien, c'est ce volume-là auquel une entreprise y a le droit. L'approvisionnement au courant d'une semaine, elle peut varier parce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus dans la convention où l'approvisionnement hebdomadaire des entreprises va jusqu'à la concurrence
des volumes historiques des entreprises, ainsi que les volumes historiques non utilisés des autres entreprises en 3A. Donc, quand on a un pool d'entreprises dans une même classe, il se peut que des entreprises tirent tout le volume auquel ils ont le droit, mais qu'il y en a d'autres qui ne tirent pas ce volume-là auquel ils ont le droit. Donc, les volumes qui sont non utilisés par les autres entreprises peuvent être utilisés par les autres et permettre d'avoir un besoin de lait supplémentaire là, si les besoins sont là. Mais également, cette classe-là, elle a une réserve de croissance qui est prévue. Euh, Cette réserve-là, on l'appelle la réserve de croissance P5. Puis, c'est un pool de lait qui est disponible pour les entreprises pour avoir des besoins de croissance, pour venir combler les besoins de croissance de l'entreprise. Puis, il y a deux manières d'obtenir ce volume-là. Donc, c'est le plus grand des deux volumes entre le volume de référence, le 5 de son volume de référence qui est établi lors de l'année 2012-2013, ou sinon, c'est 3 millions de litres. Puis cette croissance-là, elle est cumulative, donc à chaque année, on accumule la croissance et les droits d'accès à cette réserve-là au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Donc, plus qu'une entreprise tire dans la réserve de croissance, eh bien, plus elle va aller chercher de lait de lait de croissance dans cette réserve-là, en plus d'avoir son volume historique de l'autre côté. Donc, ça fait comme, on pourrait dire, deux poules de lait qui se suivent, mais ultimement, là, c'est le besoin des entreprises qui va venir, refléter la garantie d'approvisionnement. Par la suite, là, on tombe dans nos classes regroupées. Donc, quand je parlais tantôt, nos classes de transformation. Donc, on a la classe de transformation A,